92e édition des 24 heures du Mans avec un plateau de l'espace, que ce soit en hypercar ou en LMGT3. Il y en avait de partout, même en LMP2 d'ailleurs. Ça promettait une course absolument folle et ceux qui ne sont pas montés boire du champagne sur le podium ont pu boire de la flotte directement dans leur bagnole avec toute la pluie qui est tombée comme si on était sur un mois de novembre absolument catastrophique. Alors j'avais la chance d'être sur place, invité directement par l'ACO, l'organisateur des 24 heures du Mans. Ouais, je commence à avoir le bras long là, c'est pas mal. Et donc j'ai vécu dans des conditions privilégiées la course, mais j'ai surtout été un petit peu plus à la pêche aux infos pour mieux tout comprendre et pour pouvoir vous le rapporter. Donc on va revenir sur quelques moments importants de ces 24 heures du Mans 2024 aujourd'hui. On va quasiment parler exclusivement de la catégorie hypercar tellement on a des choses à dire, donc désolé les LMP2 et les LMGT3. On essaiera de s'en reparler plus tard. Et la semaine prochaine, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans la technique sur ces 24 heures du Mans. On a parlé à Fred Mako, Esteban Masson et Romain Bécard, lui qui est chez Michelin. Donc on a de belles choses à vous raconter à leur sujet, j'espère que vous apprécierez. Bref, on part pour 5 stints, j'ai pas fait exprès, de ces 24 heures du Mans 2024 qui ont été exceptionnels à tous les niveaux. Bon, on va commencer par le commencement et la qualif. Il faut le savoir, au WEC, si tu déclenches un drapeau rouge en qualif, on enlève tous tes temps et tu pars derrière dans ta catégorie. C'est ce qui s'est passé en qualif pour la Toyota numéro 7 qui a fini dans le bac au virage Corvette, alors qu'elle allait probablement aligner le tour pour passer dans l'hyperpole du lendemain. Et on a tous été un peu surpris en qualif parce que le meilleur temps a été effectué par la BMW numéro 15. Et jusqu'à présent, en WEC, les BMW, ça n'avait pas fait si forte impression que ça, ni mauvaise impression d'ailleurs, un peu comme les Lamborghini et les Alpines quoi. Et d'ailleurs, une des deux Alpines est passée en hyperpole et on se retrouve avec 5 constructeurs sur 8 places disponibles, pas loin d'avoir plus pour le coup, mais ouais, c'est quand même serré de fou, et le tout sur 13 km, donc autant te dire que ça envoie, là, le top 10 c'était en moins d'une seconde je crois, c'est dingue. L'hyperpole c'est un peu comme la Q3 en Formule 1, sauf qu'on fait cette séance le lendemain de la qualif, le jeudi au Mans. Entre-temps, la Jota s'est mise dans le mur et doit reconstruire une voiture de A à Z en quelques jours au lieu de 3 semaines. Donc on perd d'office une voiture en hyperpole. L'hyperpole commence, les conditions restent assez fraîches, donc les voitures vont un petit peu se dandiner, un peu danser, etc. Les Cadillacs sont très très fortes. On a un tour de Alex Lynn très propre, ça va vite avec un secteur 3 assez de l'espace en vrai. Pareil pour Sébastien Bourdet où ça roule très très fort. Et puis qui rentre un tour stratosphérique, Kevin Estre, qui a piloté sa Porsche 963 comme un bandit qui tentait d'échapper au FBI et à la CIA après avoir fait le casse du siècle. Vraiment, je rigole pas. Chicane d'Allop, ça rentre en dérive des 4 roues, comme ça, total, parfaitement maîtrisé. L'arrière, c'est léger, ça utilise absolument toute la piste disponible, possible et imaginable. Il balance la voiture dans les chicanes des Hunaudières, mais comme un voyou sur des freins ultra tardifs. Il chope une aspi de l'espace sur une LMP2 en arrivant à Indianapolis, où il a failli perdre l'arrière d'ailleurs dans le droite là. Dans les S-Porsche, c'est chaud, mais ça passe méga fort. Et quand ça arrive sur les dernières chicanes, ça arrive encore avec l'arrière tout en dérive, en contrôle, comme ça. Ce genre de tour, généralement, on le voit en GT, sur le NURB, en respirant la saucisse et la bière, très rarement en prototype et aux 24 heures du Mans. Le tour est une œuvre d'art, vraiment. Mais alors qu'on soit d'accord, sans l'aspi de la LMP2, c'était très certainement la pole pour une des Cadillacs. Et d'ailleurs, la pole de Kevin Estre montre les énormes dixièmes qu'il est capable d'aller chercher et que la voiture n'a pas en perfo pur. Donc, on savait que ça pouvait potentiellement être un petit peu plus compliqué pour Porsche en rythme pur sur la course. On a retrouvé la BMW numéro 15 dans le mur, malheureusement à Indianapolis, et avec la pénalité de la Cadillac numéro 2 à cause de l'accident de Spa-Francorchamps et la Jota qui était en train de construire sa voiture et qui n'a pas pris part à l'hyperpole, cette BMW allait quand même partir 6e au lieu de 8e suite à cette hyperpole. Bref, Kevin Estre est un pilote exceptionnel qui pilote les voitures comme s'il les avait volées, et c'est un véritable compliment qui vient sincèrement du cœur. Bravo Kevin. Une seule BMW a été vraiment à l'arrivée des 24 heures du Mans. La Hardcar numéro 20 s'est mise dans le mur, toute seule comme une grande à la chicane Ford en début de course, mais est ressortie à 11 minutes de la fin pour prendre le drapeau à damier symboliquement. La M4 LMGT3 de Valentino Rossi s'est mise dans la barrière toute seule en arrivant dans les S de la forêt avec Ahmad Alarti à son volant.
Pneus slick, probablement froid sur piste gramouillée, un peu trop d'axel, bisous. Sachant qu'il avait tiré tout droit à la chicane d'Alop juste avant. C'est terminé, malheureusement pour le docteur. Mais forcément, ce qui nous intéresse, c'est le contact entre la Ferrari 83 de Kubica et la BMW numéro 15 de Dries Vanthoor. Faut qu'on remette un peu de contexte rapidement. La Ferrari 83 a pris un départ des 24 heures absolument fou, doublant sur le premier tour seulement 4 voitures, c'est absolument sublime. C'est dispo, tout le on-board, c'est dispo sur YouTube. Allez-y, foncez. Un peu plus tard, cette même Ferrari prend la tête de la course et de manière confortable d'ailleurs grâce à une bonne stratégie. Et avec la nuit et la pluie, l'erreur, le manque de rythme, tout ce qui se passe en piste, ça se paye très cher. Et la BMW numéro 15 est sur le point de se faire prendre un tour justement par la Ferrari 83 alors que cette BM était en train de ressortir des stands après son arrêt. L'enjeu, c'est qu'il faut absolument rester dans le tour des leaders au cas où on ait une safety car. Parce que si elle sort, cette safety car, ça resserre tout le paquet et c'est tout bénef. Par contre, si tu te prends un tour, c'est fini, t'es loin et pour remonter, faut compter sur beaucoup de chance. L'enjeu, il est donc de taille. Alors, Yefei, un des pilotes de la 83, regardait le on-board de sa propre voiture avec Kubica à son volant et a vu la BMW ne pas lâcher depuis tertre rouge malgré les drapeaux bleus agités pour laisser passer la Ferrari. Elle lui a même fait les freins à la première chicane. Elle a joué avec le trafic pour empêcher la Ferrari de passer et enfin a coupé la deuxième chicane des Hunaudières. Les pneus ne sont toujours pas chauds. Kubica dans la 83 a coupé au même endroit, d'ailleurs, la deuxième chicane, là, un tour plus tôt, en étant sorti des stands parce que les pneus n'étaient pas chauds. Il est clair que la BMW voulait rester devant le temps de mettre en route ses pneus et tenter de s'envoler derrière et rester dans le tour des leaders. Bon, finalement, la 83 arrive à revenir à hauteur et en profite pour passer à l'aspi entre une Porsche 911 LM GT3 et la BMW numéro 15. Il se retrouve assez devant et fait un petit écart et touche la BMW qui perd instantanément l'équilibre et vient percuter le rail à plus de 300 km/h en arrivant à Mulsanne. La voiture est HS, Vanthoor est furieux et la Ferrari continue son petit bonhomme de chemin. Alors de mon côté, en regardant le on-board de la Ferrari, je trouve le petit écart vraiment très douteux. J'irai pas à dire que c'est intentionnel, mais ça y ressemble quand même pas mal. Et pourtant, je porte Kubica vraiment sincèrement dans mon cœur. Kubica, en fait, il était aussi milieu de piste, qui est légèrement en dôme, tu vois. Et en fait, ça tire la voiture d'un côté ou de l'autre assez vite. Donc ça peut-être dû à ça qu'il y a eu un contact ou ce genre de choses. Alors par deux fois, la BMW veut rester devant et créer une bataille qui n'a absolument pas lieu d'être. J'ai l'impression que Kubica a plutôt un coup de sang et de l'énervement parce que il flash la BMW pendant toute la ligne droite aussi. Alors du coup, la 83 écope de 30 secondes de stop and go, je crois, ce qui est relativement dérisoire quand un contact similaire avec les mêmes conséquences il y a quelques années, hors coup de sang, etc., hors drama, juste pas de chance, on s'est pas bien compris, ça valait 3 à 5 minutes de pénalité. Alors par contre, quand tu remets tout en contexte, ça vaut beaucoup plus et la BMW aurait dû être aussi pénalisée. On a deux pilotes qui ont créé des situations qui sont dangereuses, qui sont inutiles, alors que les règles sont claires, nettes et précises, et ça pouvait s'éviter. Je comprends pas comment on n'a pas convoqué ces deux pilotes, qu'on les ait assis et qu'on leur ait dit de rester chez eux pour réfléchir un petit peu à tout ce qu'ils ont fait, parce qu'on a créé des situations vraiment dangereuses. Alors pour la petite histoire, la 83 a abandonné aussi sur un problème électrique, ou en tout cas électronique sur sa partie hybride dans la matinée. Il y avait beaucoup de rythme chez eux, chez Ferrari en règle générale, et pareil chez BMW, c'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais pour le coup, donc c'est vraiment dommage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Indianapolis. Bien sûr que vous vous souvenez de Dorian Pain qui tentait d'apprendre tant bien que mal à Daniel Kvyat les noms des virages du circuit des 24 heures du Mans qui regorgent tous d'histoire. Et au virage d'Indianapolis, ce droite très rapide puis ce gauche serré, le tout en banking comme à Indianapolis, reste un endroit particulièrement technique. Ça se passe souvent en deux temps aujourd'hui. On rentre plus à fond comme c'était le cas fut une époque en LMP1, en qualif notamment, mais on laisse rouler la voiture au mieux, puis ensuite en arrivant dans le gauche, on freine fort pour prendre la corde. Le placement est tout aussi important. Il faut faire attention à ne pas trop se faire emporter sur la gauche en passant le premier virage, sinon ça compromet ta trajectoire dans le gauche qui arrive. Donc il faut bien jauger son entrée pour toute la suite et pas se retrouver à tirer tout droit dans le bac comme l'a fait Vanthoor en hyperpole qui a eu un gros blocage en prime, et la Peugeot aussi qui s'est pris un petit
un petit coup de sueur à cause d'un patch d'eau sur le gauche. Alors quand tu es dans la matinée, après la nuit éprouvante, avec de la pluie, avec du gras mouillé dégueu, de la fatigue, de la nervosité, avec une seule trash qui est à peine sèche et qui est un peu compliquée mais pas trop mal, et le moindre écart se paye absolument violemment et il surprend très vite parce qu'on arrive quand même à 300 km/h. Facile. Et bah ça a pas loupé, le droite rapide a mis en défaut plusieurs pilotes qui sont allés s'écraser sur l'épais mur de pneus à Indianapolis, ayant tous fait la petite erreur d'avoir peut-être voulu trop ouvrir la trajectoire, d'avoir récupéré un chouïa de piste mouillée ou d'être rentré peut-être un chouïa trop fort. Coup de raquette à l'équerre et boum, terminé pour la Porsche 963 de Felipe Nasser, ça c'est out. La Cadillac 311 qui vient de l'IMSA, ça rentre en crabe complètement détruite. L'Aston Martin 27 du Heart of Racing, petit écart pour laisser passer les hypercars, piste humide, coup de raquette, hop, les pneus sur le toit, avec en prime des cris de frustration et d'angoisse, plus qu'autre chose d'avoir fait l'erreur fatale qui met fin à la course de la part du pilote. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que le pilote de l'Aston Martin sera probablement moins gentil avec les hypercars en gardant sa trajectoire de course et en laissant les autres derrière patienter, si tu préfères. Car je vous rappelle, en endurance, les GT et les voitures moins rapides de d'autres catégories n'ont aucune obligation de s'écarter de la trajectoire, c'est même plutôt le contraire. Et c'est aux voitures plus rapides, des catégories au-dessus, de créer le dépassement. Bref, si vous étiez à Indianapolis, vous avez dû voir un sacré spectacle et je suis chaud que vous nous partagez vos meilleurs souvenirs pour ceux qui étaient sur place dans les commentaires. Deux constructeurs français ont pris le départ au Mans cette année. On va parler de Peugeot et d'Alpine. Alors, pas mal, non? C'est français. Peugeot, on en a déjà parlé en vidéo. La 9X8 était partie sur un certain concept. La réglementation a évolué. Donc, ils ont dû sortir une V2 assez retravaillée qui a pris la piste en compétition à Imola cette année. Plusieurs problèmes surgissent. Du coup, la BOP, par manque de données, va être plus sévère avec cette voiture. Pour le Mans, ils ont pris un vrai coup dans la tronche, donc c'est un peu dommage, donc forcément c'était compliqué. Ensuite, ils ont encore pas mal de boulot parce que le concept est différent de ce qu'ils avaient avant, donc il faut tout réapprendre. Ils ont forcément plus de retard que Ferrari, Porsche, etc. par exemple, qui sont pas repartis de zéro entre guillemets, mais ont continué de bosser pour améliorer leur voiture, donc tu as un gap qui s'est créé quand même. Donc c'était pas spécialement une surprise de voir Peugeot en difficulté, en perfo pur, bof, en rythme de course, bof, globalement, il y a encore beaucoup de boulot. Le dernier problème, c'est que ça commence à faire vraiment long pour eux, de ronger autant leurs freins, c'est chiant. Ça fait depuis mi-2022 qu'ils sont en compétition, 2023 ça a été dur de ouf, 2024 la nouvelle voiture avec la BOP, c'est pas sympa, toujours quelques problèmes par-ci par-là, mais il y a du positif quand même, parce que voilà, il y a quand même un peu de positif. Les deux voitures sont à l'arrivée et ça, c'est une première vraie victoire, donc bravo les gars. Parce qu'il y a une autre équipe pour qui ça s'est pas bien terminé du tout, ces 24 heures du Mans, c'est Alpine. Ce qui arrive à cette marque en ce moment, globalement, c'est absolument terrible, vraiment. Pourtant, en endurance, Alpine, ça n'a pas eu un seul problème mécanique en course cette année. En course cette année, Alpine, ils ont eu aucun problème. En plus, ils ont réussi à placer une Alpine en hyperpole, donc il y avait du rythme, en performance pure. En début de course, ça roulait assez fort aussi, donc ça laissait espérer une belle performance en plus de potentiellement rallier l'arrivée. D'ailleurs, Alpine Endurance ne s'est jamais caché que l'objectif, c'était de voir l'arrivée des 24 heures du Mans sans mettre un seul objectif de performance. C'est beaucoup d'apprentissage pour les équipes de Philippe Sino cette année. Ils fonctionnent vraiment bien, ils ont toujours des petits problèmes à gauche, à droite, mais ça c'est normal. Ils sont un peu comme BMW et Lamborghini, un peu dans ce ventre mou du peloton, mais ils arrivent à en sortir de temps en temps pour faire une ou deux perfs. Sauf que là, c'est catastrophe absolue. La stat, elle est assez folle, c'est que la safety car a roulé plus longtemps que les deux Alpines. Alors, les deux voitures abandonnent coup sur un problème mécanique. On a vu la 35 prendre feu à Arnage et un peu plus tard, on a ramené la 36 dans le garage en ouvrant le capot à l'arrière pour un problème similaire. Je vous rappelle que les moteurs des Alpines, ce sont des moteurs Mecachrome, que c'est la base du bloc moteur des Formule 2 avec juste un gros turbo dessus et une hybridation qui est réglementaire au LMDH et que le tout est évidemment affiné par Viry-Châtillon. Sauf que le problème moteur des Alpines avait déjà été identifié en essai privé et preuve en est qu'il n'a malheureusement pas été encore résolu. A priori, le problème vient surtout des phases de slow zone et autres moments où la voiture passe de la vitesse de course à de la vitesse lente, puis vitesse de course, puis vitesse lente, etc. Et tout ça, ça fait pas du bien au moteur. Bref, il y a encore du boulot dans l'équipe, c'est comme ça, c'est le dur apprentissage des 24 heures du Mans pour le coup, ça arrive.
Alors, le coup de massue est encore plus fort parce qu'on avait forcément Bruno Famin, le patron du motorsport chez Alpine, qui était présent tout le week-end. On a eu le giga big boss Luca De Meo, Philippe Krief, le CEO d'Alpine, Pierre, Esteban, Zidane avec l'Alpenglow. Tout ça pour malheureusement abandonner au bout d'à peine 6 heures de course, si c'est pas moins, sur les 24, ça fait quand même tâche comme image. C'est terrible, il y a tellement d'engouement, de choses qui sont faites. Tout ça pour ça, et t'es là, tu fais « Ah non, c'est pas possible ». Bon, et puis on en reparlera évidemment du sujet des moteurs F1 parce que ça parle de prendre autre chose que les moteurs de Viry-Châtillon pour rouler en F1. Une Alpine Red Bull Powertrain, une Alpine Mercedes ou une Alpine Honda, ça pourrait arriver, voilà. Il y a un vrai problème chez Alpine, probablement des décisions qui sont prises, de l'orientation qui est prise peut-être, et l'image de marque qui en résulte de tout ça devient de plus en plus catastrophique. C'est vraiment un bordel. Mais bon, on en reparlera en temps et en heure, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, même si c'est flippant. Bon, on y arrive à cette bataille que j'avais pas forcément vu se dessiner, mais qui avec du recul est somme toute logique. Oui, j'avais parié sur Porsche cette année, mais il y a plusieurs facteurs qui ont joué pour le coup. Alors, depuis le début de la saison, la Porsche c'est une excellente voiture, la BOP est plutôt pas mal pour elle. Au Mans, pendant la semaine, il s'est dit dans le paddock que Toyota a caché son jeu vraiment longtemps, a fait beaucoup de sandbagging comme on dit, et Ferrari en a fait tout autant, si c'est pas plus. Si c'est pas plus, ça a caché son jeu, ça a roulé avec le frein à main levé. De son côté, Porsche a joué le jeu et a montré un rythme assez correct, donc ils en avaient plus trop sous le pied une fois qu'on était en course pour reprendre le dessus, on savait à peu près le rythme qu'ils allaient avoir. Donc il n'y avait pas de surprise. Cadillac, j'avais aussi un espoir, ça avait l'air de bien partir et c'était plutôt solide, mais comme pour Porsche, je suppose qu'ils n'ont pas assez caché leur jeu. Puis bon, on a eu la qualif et l'hyperpole et j'ai compris que, vu le tour stratosphérique de Kevin Estre, les Porsche avaient absolument tout donné et c'était bien ça le problème. Alors avec la pluie et le week-end froid qu'on allait avoir, j'ai eu un autre prono avant le début de la course, genre la veille. J'ai dit Toyota va gagner à l'expérience et à l'exécution parce qu'ils sont juste parfaits. Même s'ils sont en dessous en termes de rythme. J'ai eu à moitié faux, la Toyota 7 est partie dernière de sa catégorie et elle est remontée pour quasiment jouer la win, un peu loin, mais bon, il s'en est fallu de pas grand chose non plus. Mais ouais, par contre, j'avoue que j'attendais absolument pas Ferrari qui, en plus, avait une BOP un peu pourrie sur la vitesse de pointe. On les a beaucoup bridés là-dessus. Mais malgré ça, ça restait quand même les voitures les plus rapides en piste et en ligne droite. Alors j'avoue, j'ai pas tout capté pour le coup. Il va falloir qu'on réanalyse un peu les datas et tout. Surtout que le départ, d'un coup, boum, la 50 et la 51 se retrouvent en tête, quoi. Gros départ. Alors au début je pensais et j'espérais secrètement que la 83 gagne pour le coup, je trouvais ça beau parce que ça roulait vraiment fort, ça roulait bien et tout. Puis bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec la BMW numéro 15 et le reste s'est dessiné comme à chaque fois pendant la nuit au petit matin sur de la stratégie et Ferrari est sorti une fois de plus avec les deux voitures plutôt bien placées, tout comme Toyota. Bon, l'accrochage entre la Toyota numéro 8 qui pouvait jouer la win et la Ferrari 51 qui était juste derrière en 3e position, faut qu'on en parle évidemment. On arrive à Mulsanne, la Toyota est à l'extérieur sur la trajectoire, la piste est un gras mouillé un peu dégueu, la Ferrari 51 se laisse glisser gentiment à l'intérieur pour tenter de prendre l'avantage à la corde. Hartley laisse la place, justement, mais Pierre Guidi bloque légèrement et glisse sur le vibreur, sous-vire total, et tape légèrement la Toyota, mais ça suffit pour la faire partir en tête à queue. Le contact en lui-même, selon les standards de la FIA et de ce que l'on voit en F1 ou dans d'autres catégories par exemple, oui, c'est 5 secondes de pénalité. En vrai, j'ai pas trop de problème, juste sur l'action là, isolée en elle-même. Est-ce juste pour autant? Je pense que tout le monde, d'un point de vue émotionnel, va s'accorder à dire non. Pour le coup, je suis d'accord, c'est pas juste, parce que les 24 heures du Mans, c'est pas la même chose, c'est pas du sprint entre guillemets comme la F1. Le circuit il est long, la course elle est longue, le tout coûte très cher, que ce soit une erreur ou un bon move, ça change toute la course. 5 secondes sur un tour de 3 minutes 30, c'est absolument rien. 5 secondes sur un arrêt qui dure en général plus d'une minute, c'est rien non plus. Les standards qu'on connaît pour la F1 par exemple, et encore ils ont sévi cette année avec des pénalités de 10 secondes au lieu de 5 pour cette année-là, c'est juste ridicule entre guillemets en termes de pénalisation sur une course comme les 24 heures du Mans, c'est pas adapté en fait. Alors petit calcul vite fait, juste histoire de contextualiser, un tour en F1 c'est une centaine de secondes, soit 1 minute 40, ce qui est déjà un peu long.
Au Mans, le tour c'est 3 minutes 30, soit 210 secondes. En partant du principe qu'on fait au prorata, on devrait donner au moins le double de ce que l'on voit en Formule 1. Donc 10 secondes de pénalité pour une pénalité de 5 secondes et 20 secondes dans le cas d'une FIA qui est un peu plus sévère, qui mettrait 10 secondes de pénalité en F1 et donc 20 secondes au Mans. Et vu ce qu'est la course au Mans et les différentes situations, peut-être qu'un drive-thru ou un stop and go pour un contact comme celui-ci, ça me paraît peut-être plus juste et en fait finalement pas si sévère que ça non plus, tu vois. Sans que ça mette la 51 complètement hors course. Voilà, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, la 50 a fait le pari risqué de ne plus s'arrêter au stand et d'économiser le carburant en fin de course, c'était chaud, mais ça a tenu, bravo à eux, back-to-back pour Ferrari aux 24 heures du Mans, et pour la première fois depuis 1934, la même marque gagne Monaco et Le Mans la même année, et encore plus fou, Shell a gagné la triple couronne cette année, partenaire de Ferrari en F1, Monaco, partenaire de Ferrari en endurance, 24 heures du Mans, et Shell était sur la voiture de Joseph Newgarden qui a gagné l'Indy 500, tout simplement. Bravo à Shell. Et vous, ces 24 heures du Mans 2024, vous en avez pensé quoi ?